Blablabla à la famille. La famille. Bonjour et bienvenue à vous dans ce 8e Michto sur JTFM. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de la série, depuis octobre, vous avez peut-être en mémoire le premier Michto qui expliquait qui sont réellement les gens du voyage. Dans ce 8e numéro, nous allons parler d'un livret qui s'intitule « S'informer pour mieux comprendre ». C'est la 3e édition de ce livret porté par Tissémétis, mais aussi et surtout réalisé par toutes les associations de Nantes et de Loire-Atlantique qui s'occupent des gens du voyage. Il y a le Relais, il y a l'ADGVC 44 qui porte cette chronique, il y a l'AFNASAT, il y a les Forges, les SRI et puis Adélis Emploi. Alors focus aujourd'hui sur ce livret grâce à des extraits d'interviews réalisées le 2 décembre dernier, c'était à la Cité des Congrès de Nantes dans le cadre de Tissémétis la fête. Étaient invités les porte-paroles de ces associations et Dominique Rimbourg, ancien député de la 3e circonscription Loire-Atlantique, qui est toujours le président de la Commission nationale des gens du voyage. Interview menée par Dominique Basse et tous ses camarades de l'antenne Nantes Jeunesse. Et vous allez voir, c'est fortement intéressant. Bonne écoute à vous. Vous êtes sur Michto, sur JTFM. Ça nous fait penser qu'on n'est pas considérés comme les autres Français, quoi. On est Français à part entière, on vit dans notre pays depuis des siècles, on est citoyen, et avec ça, on n'est pas comme les autres. On est les seuls en Europe qui a ce carnet de circulation. Quand vraiment on aura cette certitude et que vraiment le livret sera plus d'actualité quelque part, on dira aujourd'hui, je me sens quand même un citoyen à part entière. Aujourd'hui, je suis français et je suis fier d'être français. Donc on a lu ce carnet attentivement et on y découvre en fait une histoire très complexe. Dominique Rimbourg, justement, on voulait vous poser la question, alors, parce que vous avez donc joué un rôle dans l'abrogation de cette loi. En quoi consistait cette loi et qu'est-ce qui est venu la remplacer ou qu'est-ce qui est venu à la place ? La loi de 1969 a été une loi qui a instauré, en reprenant d'ailleurs des dispositions d'une loi de 1912, qui instaurait l'obligation pour les gens du voyage de justifier de leur identité par la possession d'un carnet de circulation. C'était une mesure discriminatoire parce qu'ils devaient faire viser ce carnet. En réalité, l'opération cherchait à surveiller leur déplacement. Et on a considéré, à juste titre d'ailleurs, que c'était discriminatoire. Et donc au cours du quinquennat précédent, moi j'ai travaillé pour aboutir à l'abrogation de cette loi. Donc les gens du voyage désormais sont des citoyens comme les autres. Et puis par ailleurs, j'ai travaillé à la mise en œuvre de la loi Besson, c'est-à-dire que la mise en place des aires d'accueil pour les gens du voyage, de façon à ce que les questions du stationnement illicite soient mieux réglées. Mais c'était un travail long, difficile, il a fallu convaincre. Il y a eu 2 événements l'année dernière et en début d'année 2017. C'est d'une part en octobre 2016, l'avenue de François Hollande, le président de la République, sur le camp d'internement de Montreuil-Bellay, et le discours qu'il a prononcé en reconnaissant la responsabilité de l'État français et de la République dans l'internement des gens du voyage, parce que cette mesure d'internement qui a commencé en 1941 s'est poursuivie jusqu'en 1946, après le rétablissement des autorités républicaines et après la fin du régime de Vichy. Donc il y avait une responsabilité particulière dans cette discrimination, et dans la foulée, on a aussi réussi à abroger ce statut particulier qui était un statut discriminatoire. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il ait fallu autant de temps pour finalement faire rentrer des citoyens français comme les autres dans le droit commun ? C'est un groupe social qui est assez minoritaire, c'est un groupe social qui ne se défend pas très bien dans le jeu démocratique, qui n'a pas beaucoup de représentants, et donc c'est une question qui intéressait finalement assez peu et qui par ailleurs soulevait quand même beaucoup d'objections, parce que les relations entre les sédentaires et les nomades sont des relations qui sont parfois difficiles, et ça explique la réticence de certains et ça explique la lenteur avec laquelle ce statut a pu être abrogé. Je voulais juste vous demander, Thierry Rault, des SRI, les services régionaux itinérants. L'abrogation d'une telle loi a des impacts sur différents niveaux qui vont être pas simples à régler. Il y a une période de latence là pendant 2 ans pour accompagner un petit peu toutes les collectivités et l'État et les associations pour mettre tout ça en place. Mais après, voilà, l'impact premier quand même, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'aller signer à la police. Blablabla à la famille.
Casbah, il y en a 100. Vivant, coloré, hurlant, vivant, coloré, vivant, coloré, vivant, coloré, hurlant, multiple, vivant. On est de retour ici en plateau Antisémitisme pour la 25e édition pour parler de cette thématique des gens du voyage, justement dans le cadre de ce carnet qui a été mis à jour par Antisémitisme récemment, qui traite de la question des gens du voyage. Alors parlons maintenant de la question de l'habitat. Alors quelles sont les améliorations actuelles et qu'est-ce que l'habitat adapté ? Thierry Roux, des SRI, les services régionaux itinérants. Moi, ce que je dirais, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des évolutions et qu'il y a des évolutions dans tous les sens. Dans un premier temps, on n'a pas considéré l'accueil des gens du voyage. Ensuite, il y a eu différentes lois qui ont mis en place des systèmes et des principes d'accueil, particulièrement autour de l'itinérance. C'est-à-dire avec un système d'aire d'accueil où les gens vont et circulent. Avec le temps, la vraie volonté des voyageurs, de mon point de vue, elle est de posséder un terrain et de circuler quand ils en ont envie ou besoin. Et qu'aujourd'hui, une des grandes évolutions qu'on peut avoir, notamment à travers le cadre du schéma départemental, c'est qu'on commence à reconnaître ce besoin. C'est-à-dire qu'on ne considère plus forcément les gens du voyage comme des personnes étant en permanence en circulation. Et on commence à regarder comment on pourrait accueillir différemment ces populations, sachant que principalement, un des axes principaux, c'est la scolarisation. C'est-à-dire que plus ça va, plus le sens de l'école fait sens justement pour les parents, et qu'il y a un besoin de scolarité, ce qui n'était pas forcément exact auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations qui étaient très itinérantes et qui passaient beaucoup de temps sur la route, aujourd'hui s'arrêtent en général du mois d'octobre au mois de mai, juin, pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école. De fait, aujourd'hui, il faut proposer d'autres choses qu'on appelle les terrains familiaux, c'est-à-dire ce sont des terrains qui peuvent être soit privés, soit en location, où les personnes vont pouvoir s'installer, poser leur caravane, éventuellement avoir un petit local en dur pour pouvoir faire les toilettes et ainsi de suite, et ensuite reprendre leur itinérance, qui est très souvent liée à leur métier pendant les périodes estivales. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les familles étaient en itinérance très fréquente, et que du coup avoir une scolarité de qualité lorsqu'on est en permanence sur la route et qu'on ne sait pas forcément demain si on va pouvoir être accueilli à l'école, c'est pas simple d'avancer dans sa scolarité. Et donc aujourd'hui, tout ça est en train de changer. Les parents sont en train de changer leur rapport à la scolarité. Et on le voit bien, c'est aussi pour ça que les familles s'arrêtent de plus en plus sur le territoire. Comme je viens de vous le dire, entre octobre et jusqu'au mois de mai, c'est pour faire progresser cette scolarité. Donc c'est quelque chose qui a été en perpétuel mouvement, en fin de compte, quoi. Nous, nos associations, on est là pour essayer d'accompagner ce mouvement, qu'il soit de la part de l'État, comme M. Rimbaud l'a parlé, où l'État bouge beaucoup aussi de son côté, mais aussi des voyageurs, et comment on peut faire cet accompagnement pour un jour arriver à effectivement un droit commun et une scolarité comme tout le monde. Les gens du voyage sont des Français. Et 99% des gens du voyage portent des noms français déjà, et des prénoms français. Alors il y a aussi des populations qui viennent d'autres pays, qui peuvent aussi, ou même qui sont nés en France, et des prénoms qui peuvent faire référence à d'autres pays. On voit ça fréquemment dans d'autres communautés aussi, hein, des enfants qui sont nés en France et puis qui malgré tout portent un nom maghrébin ou d'autres pays. Enfin voilà, ça peut arriver. Mais ce qu'on voit très souvent et à tout âge, principalement chez les adultes, les gens du voyage ressentent tellement cette discrimination qu'en général, ils font tout pour la cacher. Du début à la fin. C'est-à-dire que nous, on accompagne énormément de travailleurs indépendants. Je m'amuse souvent à dire que si on enlevait tous les gens du voyage sur les marchés, eh ben, les marchés français seraient beaucoup moins tristes. Il y en aurait toujours, mais ils seraient peut-être certainement un petit peu plus tristes qu'ils ne l'être. Sur les marchés, il y a toujours beaucoup de voyageurs. Vous ne trouverez jamais un seul voyageur qui va revendiquer le fait d'être gens du voyage, parce qu'il se dit, lui, dans sa tête, que si les gens ils savent que je suis un voyageur, ils ne vont pas venir m'acheter. Donc ils ne le font pas.
Donc il y a un jeu entre les deux où effectivement, en général, les voyageurs, il y a un adage un peu, pour vivre heureux, restons cachés, et que ça se sache pas, et que tout va bien, quoi. C'est une piscine pour ces gamins. Je m'étonnais de cette banlieue et de ce paysage. Mes yeux n'en pouvaient plus de l'horizon, seul moyen de guérison. J'ai regardé loin vers en avant, là où l'espace a tout son temps. Car c'est fini les compromis, place à l'exil, je suis parti. Faire de bruit sans dire un mot, à moi, l'Eldorado. La route est belle en cavale, cap sur les villes du nord naval. C'est un autre récit fou de folle, j'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise l'envol, je m'arrêterai si je croise un petit shack. Je largue les amarres, je coupe les ponts du fond du vent. Monte le cri, partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut. Je pars s'enfuir toujours plus haut. La tête haute, le vent dans le dos. On veut faire mon Eldorado. La route est belle en cavale, cap sur le vide, le nord naval. La route est belle en cavale, cap sur le vide. Oui, alors pour clore ce vaste sujet, alors quelles sont les pistes pour inclure les gens du voyage dans notre société à long terme ? Il y en avait beaucoup des pistes, entre autres enlever cette loi de 1969. Il y a eu également François Hollande, il faut le rappeler, qui a reconnu l'internement, et ça faisait très longtemps que les familles attendaient. Pour continuer à progresser, moi je pense que c'est la question du nomadisme et de l'itinérance. Et ça c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut reconnaître l'habitat caravane en tant qu'habitat ? Et ça c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que l'habitat caravane est une maison comme les autres, tout à chacun a le droit de partir sur la route, de prendre une caravane, de s'installer, de monter une hutte et ainsi de suite. Et ça c'est vrai, pour moi vraiment le nœud de la guerre, et la continuité de notre combat va être celui-là, c'est-à-dire de faire reconnaître l'habitat caravane comme une maison, comme tout le monde, et le droit au nomadisme. Merci beaucoup Pierre-Éric Bulto, puis Dominique Rimbourg pour conclure cette émission. Alors pour conclure sur ce que dit Thierry, c'est très important, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'habitat caravane comme un logement, ce sera une victoire pour les gens du voyage, mais en réalité une victoire pour de 1 à 2 millions de Français. C'est-à-dire que la lutte collective, elle part peut-être d'une communauté ou d'un besoin, mais elle est importante dès lors qu'elle traverse et qu'elle transperce la simple communauté. Et se battre pour cette reconnaissance, c'est faire que 2 millions de Français soient reconnus, qui vivent en péniche, en yourte, etc., qui touchent les APL, etc. Et en gros, c'est une victoire commune, encore une fois. Mais Pierre-Yves Bulto a raison. Faire de la diversité une force qui soit une force qui nous unisse. Et c'est ça l'enjeu de notre travail. C'est aussi difficile, mais c'est très important et très intéressant. Bla bla bla, c'est ça, ouais. Oui, mais ça va.